Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons pouvoir procéder à notre première audition de ce jour et nous allons avoir l'occasion d'entendre Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui devant notre commission d'enquête. Vous êtes à la tête du ministère de l'Intérieur depuis octobre dernier et vous connaissez bien ces missions pour avoir été précédemment secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes également un grand connaisseur des enjeux liés à la sécurité nationale, pour avoir été préfet de police de Paris, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et directeur de la Direction générale de la sécurité intérieure. Comme vous le savez, nous avons déjà auditionné un certain nombre d'acteurs travaillant au sein de votre ministère ou en partenariat étroit avec ce dernier. Je pense bien sûr aux services de renseignement, mais aussi aux acteurs de terrain que sont les préfets. Votre ministère a par ailleurs publié en mai 2025 un rapport très éclairant sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France, dans la continuité duquel s'inscrivent d'ailleurs nos travaux. Votre ministère est ainsi particulièrement impliqué dans le sujet qui nous intéresse, à savoir les mouvements islamistes en France et leur stratégie pour nouer des liens avec les élus nationaux et les élus locaux. Aussi, je vais vous soumettre, Monsieur le ministre, quelques questions en guise d'introduction et je vous proposerai de prendre la parole pour un propos liminaire, à la suite de quoi le rapporteur puis les collègues ici présents pourront poser des questions s'ils le souhaitent. Deux questions liminaires. Lors de leur audition, certains maires ont évoqué leur souhait que les échanges avec les services de l'État sur la présence de profils problématiques sur leur territoire puissent être davantage institutionnalisés. Cette demande est également mentionnée dans le rapport publié par votre ministère en mai dernier. Pensez-vous qu'il soit utile, dans certains territoires particulièrement exposés, d'institutionnaliser davantage les échanges avec les élus sur les agissements d'acteurs identifiés par vos services comme présentant un risque d'entrisme? Et quelle forme pourraient prendre ces échanges? Deuxième question, un risque d'entrisme sur les listes municipales en préparation en vue des prochaines élections qui vont avoir lieu au mois de mars prochain a été mentionné à plusieurs reprises au cours de nos auditions, notamment dans les communes situées au sein d'écosystèmes déjà bien constitués. Comment prévenir ces phénomènes? Est-ce que des instructions particulières ou des réflexions sont en cours ou vont être données aux services de l'État? Enfin, il nous a été indiqué également que des réflexions soient en cours sur le renforcement des modalités de détection et de caractérisation des ingérences numériques étrangères, qui aujourd'hui ne couvrent qu'une partie des fake news et des manipulations de l'information. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce domaine d'action étant fondamental au regard de la prise aujourd'hui par l'information en ligne. Monsieur le ministre, en vous remerciant pour les éléments que vous allez pouvoir nous communiquer durant cette audition, je vais vous inviter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, en guise de propos liminaire, peut-être avant de répondre à vos questions, bien savoir de quoi on parle à chaque fois sur ces sujets. J'ai un peu, effectivement, comme vous l'avez rappelé, de par mes fonctions précédentes, à la fois comme haut fonctionnaire et gouvernemental, comme secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, puisque c'est à cette époque-là que nous avons lancé le deuxième volet de notre action qui portait sur le séparatisme. Deuxième volet après celui sur le terrorisme. Il faut bien savoir ce dont on parle sur ces sujets. L'entrisme, c'est l'étape à venir. C'est l'étape qui est devant nous. Donc, je vais m'expliquer. On a eu tout un dispositif qui a été mis en place de suivi, de détection, de mouvance. Donc, l'objet de la commission, de cette commission d'enquête, c'est parler évidemment de l'idéologie islamiste. Et donc, on a eu tout un dispositif qui s'est mis en place à partir de 2015, puis qui est monté en puissance en 2017, qui visait à mieux détecter et mieux entraver l'idéologie islamiste violente, et notamment le terrorisme. Et donc, c'est tous les dispositifs qui se sont mis en place, sur lesquels je ne reviens pas dans le détail, mais les fichiers de suivi, le fameux FSPRT, le fichier de suivi, la loi de 2017 sur les mesures législatives qui ont été introduites
après l'état d'urgence qui avait été déclaré après les attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Et donc on a eu tout un tas de mesures législatives qui ont permis, notamment, et pas que, mais notamment au préfet, de fermer un certain nombre de lieux de culte parce qu'il y avait des liens avec le terrorisme, en fait, avec la radicalisation violente. Ça a été toutes les mesures de suivi, les mesures individuelles de contrôle administratif, les visites domiciliaires, la mise en ordre de bataille des services de renseignement. Et à ce moment-là, ce qu'on cherche à appréhender, c'est la radicalisation islamiste violente. Violente, hein, on est d'accord. Tout ce que je dis a beaucoup de sens pour la suite et pour les questions que vous allez me poser par la suite et que j'avais déjà reçues par écrit. Sur nos capacités d'agir et de faire. Donc là, à cette époque-là, on parle de radicalisation violente, le terrorisme. On ne parle pas d'autre chose. Et on développe évidemment tout un dispositif qui est toujours en vigueur aujourd'hui. À un moment où on se parle, il y a toujours un FSPRT, il y a toujours une loi de 2017 reconduite en 2021. On a toujours les mêmes outils qui ont été améliorés, rendus plus performants. On a toujours des services de renseignement qui sont très à l'affût sur la détection de la radicalisation violente. À partir de 2018-2019, il y a une autre série de dispositifs qui vont se mettre en place et qui visent à mieux appréhender ce qu'on a appelé le séparatisme, c'est-à-dire une idéologie islamiste politique qui n'entrait pas forcément dans l'appel à des actions violentes ou par son expression ne s'inscrivait pas forcément dans la violence et encore moins dans le terrorisme, mais qui considérait qui prônait un discours laissant à penser que les lois religieuses étaient supérieures aux lois de la République et qui en déduisait tout un tas de conséquences dans leur comportement au quotidien. Par exemple, des demandes de modification appuyées de modification du fonctionnement de certains services publics, sur l'égalité homme-femme, dans l'enseignement, notamment, quant au contenu des enseignements qui étaient dispensés. Et donc, on a commencé à bâtir un dispositif de suivi, d'abord de détection, puis de suivi, puis d'entrave de ce type de comportement, en ce qu'il était contraire aux valeurs de la République. Et souvent, d'ailleurs, les textes qui ont été adoptés à l'époque ne s'inscrivaient pas dans la radicalisation violence. Pour agir, il ne fallait pas que ce soit lié forcément à un contexte terroriste, ce qui est le cas de la loi de 2017, la loi de 2021, mais à un contexte qui appelle à l'incitation à la haine, à la violence. Donc voilà. Bon. Et on a eu une circulaire qui a créé dans chaque département des commissions locales, à la main des préfets, à charge pour eux, avec toutes les administrations, de mieux détecter ce type de comportement séparatiste et de prévoir tout un tas d'entraves qui pouvaient d'ailleurs aller jusqu'à des fermetures aussi de structures, voire même des dissolutions, quand ces structures tenaient des propos qui pouvaient inciter à la haine, des propos qui étaient discriminants, et qui est donc contraire aux lois de la République. On pouvait aller jusqu'à des dissolutions, et ces textes sont toujours en vigueur, sont toujours des textes qu'on applique actuellement. Donc quand vous entendez ici ou là telle mesure de fermeture dans tel ou tel département prise par un préfet, c'est en application de ces textes. C'est en application de ces textes. Et donc on a développé toute cette politique de séparatisme, et il y a eu aussi une loi, il y a eu aussi la fameuse loi confortant les principes c'est confortant le respect, j'ai plus le libellé en tête, respecter, confortant, on va dire, les valeurs de la République, et qui a été adoptée en août 2021, et qui comportait un certain nombre de mesures qui visaient à mieux contrôler notamment les cultes, les financements étrangers, qui prévoit aussi des mesures de fermeture dans certaines circonstances. Voilà, on a tout un tas de mesures sur lesquelles on pourra revenir, qui a créé d'ailleurs le délit, ce qu'on a appelé le délit de séparatisme, mais qui est ce délit qui permet de poursuivre des personnes qui font pression à l'intérieur d'un service public pour font pression dans l'organisation d'un service public pour obtenir une modification du fonctionnement de ce service qui soit conforme finalement à la loi religieuse. Donc on a aussi dans ce texte de 2021 ce délit.
Le sujet qui nous occupe en ce moment, et sur lequel d'ailleurs en vrai il y a encore des réflexions, parce que ce n'est pas un sujet aussi simple que ça à traiter, c'est effectivement le sujet de l'entrisme, qui est une forme de séparatisme, mais qui, contrairement au séparatisme, contrairement à l'étape 2, je vais dire, hein, encore une fois, terrorisme, séparatisme, entrisme. Comme ça, c'est plus simple, on comprend mieux. L'étape 2, c'est le séparatisme, ça se voit, quoi. C'est des gens, ça se voit. Je demande l'organisation du service de telle et telle façon. L'entrisme, c'est un peu différent. L'entrisme, c'est quelque chose de plus pernicieux, plus sournois, qui vise à endosser les habits de la République, hein, en quelque sorte, respecter les codes, les valeurs, mais en réalité, au bout du bout, c'est quand même d'imposer une loi religieuse. Bon. Et c'est effectivement le rapport qui a été rendu public, hein, par mon prédécesseur, dans une forme expurgée, hein, quand même. C'était le rapport sur les frères musulmans notamment. Hein, donc, ce qu'on a appelé, nous, l'entrisme. Bon. Et à partir duquel une réflexion a été lancée pour savoir comment on appréhende l'entrisme. Ce qui est beaucoup plus compliqué que le terrorisme, évidemment, et que le séparatisme également. Hein, donc c'est beaucoup plus compliqué. On est plus dans une espèce de stratégie de la dissimulation et qui est assumée comme telle, hein, par le mouvement des frères musulmans. La stratégie est bien celle-là, hein, c'est de noyauter les démocraties occidentales pour, au bout du bout, arriver à une application de la loi religieuse. Et donc évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Hein, donc je répondrai évidemment ensuite à vos questions. C'est beaucoup plus difficile à appréhender à plusieurs titres. Pour les 2 premières étapes, on était soit dans la radicalisation violente, soit dans des propos qui étaient des propos d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination. Et donc, on avait des outils législatifs qui permettaient d'avoir des actions des services de renseignement, hein, donc d'une part. D'autre part, on était dans une définition qui permettait d'avoir une accroche pénale, hein, et nous sommes toujours dans cette situation, hein, pour le séparatisme quand il s'exprime sous des formes qui sont discriminatoires. Donc on a l'approche pénale, l'approche suivie des services de renseignement, et puis il y a l'approche qui est plus police administrative, c'est-à-dire la faculté, la capacité ou pas de dissoudre des structures. Voilà. Avec l'entrisme, à droit constant, ça n'est pas possible. Hein, ça n'est pas possible. On n'est pas sur des formes, il n'y a pas d'incitation à la haine, à la discrimination affichée, et encore moins d'incitation à la violence, évidemment. Donc, tout notre dispositif juridique mis en place, tout le dispositif juridique qu'on a mis en place, est très difficile à appliquer. Très difficile à appliquer, hein, à la fois pour les services de renseignement, pour notamment mettre en place des techniques de renseignement, hein, très clairement. Hein, vous savez qu'il y a tout un tas de finalités prévues par la loi. Là, on n'entre dans aucune des finalités. Ce qui n'est pas forcément le cas, et ce qui n'est certainement pas le cas du terrorisme, puisqu'il y a une finalité dédiée, ou du séparatisme, quand il incite à la haine, à la violence et autres. Pour l'entrée, c'est plus compliqué. Et même chose pour les poursuites pénales, et même chose pour les motifs de dissolution. Voilà, donc pour ce décor un peu planté, et donc il y a clairement une réflexion en cours, hein, qui est pour l'instant poussée par le ministère de l'Intérieur, et donc par le ministre de l'Intérieur, pour savoir comment on aborde cette phase 3. Est-ce qu'on prévoit une disposition législative supplémentaire ? Comment peut-elle être écrite sans ne pas être conforme à la Constitution ? Hein, c'est facile de dire, oui, l'entrisme, l'islamisme, l'islam politique, c'est pas bien. Ouais, d'accord, ok, mais bon, on est quand même dans un état de droit qui existe, qui est une réalité, et qu'il faut quand même respecter, parce qu'il est quand même un peu protecteur quand même des libertés individuelles. Et donc, voilà, la réflexion est en cours. Cela étant, encore une fois, et les préfets le font, avec des structures de la mouvance des frères musulmans ou qui en sont proches, avec les textes sur le séparatisme, on arrive quand même à produire des dissolutions.
quand ils se mettent à la faute, donc quand il y a des propos qui sont tenus, qui posent problème, des propos discriminatoires, quand on a des enfants qui sont déscolarisés, scolarisés hors du cadre, hors contrat et autres, on arrive évidemment à agir. On a des moyens de droit commun de contrôle administratif, on a la possibilité d'utiliser des contrôles fiscaux et autres. Voilà, on arrive à agir. Mais la réflexion du moment, c'est est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure avec un texte, une disposition législative qui permettrait de régler les trois cas dont je parlais. Voilà, ne pas entraver l'action des services de renseignement, avoir des possibilités d'incrimination pénale et surtout avoir la possibilité de dissoudre des structures. Voilà, donc la réflexion est en cours. Elle va se poursuivre là maintenant dans les semaines qui viennent. Le Premier ministre d'ailleurs l'a dit aux questions d'actualité de la semaine dernière. Il a annoncé qu'on était en réflexion sur ce sujet. Et encore une fois, pour ce qu'on appelle l'entrisme. Alors, pour répondre maintenant, une fois que je voulais planter ce décor, parce que c'est hyper important d'avoir bien ça en tête, c'est pas... donc, pour répondre à vos questions, pour les maires, il y a plusieurs degrés en matière de radicalisation violente. L'association des maires a toujours été prévue. Elle était prévue par une instruction qui remonte maintenant... bien à l'époque où j'étais au gouvernement, c'est Christophe Castaner qui avait adressé une instruction de mémoire au préfet en leur disant qu'il fallait associer les maires quand il y avait des individus qui étaient... alors, il y avait 3 cas de figure, je les ai peut-être plus tout à fait en tête, mais il y avait quand un élu signalait un individu qui était susceptible, selon lui, d'être dans la radicalisation violente, il était demandé au préfet de faire retour à l'élu. Le deuxième cas, c'est quand il était dans une phase de recrutement, d'embauche, et qu'apparaissait un individu connu au titre de la radicalisation violente. Évidemment, on devait un retour au maire. Et le troisième cas, c'était quand les services de l'État, sur des individus radicalisés, quand ils étaient dans des démarches de réinsertion, enfin en tout cas de déradicalisation, de pouvoir s'appuyer sur les élus et donc de les informer. Donc à ces 3 niveaux, il y avait un niveau d'information sur la radicalisation violente. Sur le séparatisme, le principe même des CLIR, donc ces commissions qui fonctionnent à l'échelon départemental pour le suivi de la mouvance séparatiste, c'est d'associer les élus. C'est le principe même, puisque en matière de séparatisme, la détection et l'entrave, elles ne relèvent pas que des services de renseignement. Autant pour la radicalisation violente, c'est une action des services de renseignement. Autant en matière de séparatisme, non, c'est tout le monde qui peut faire de l'entrave. N'importe quel élu peut faire une détection, n'importe quel élu a les moyens de couper une subvention, n'importe quel élu, voilà. Et tout ça se passe dans un espèce de collectif avec évidemment les services de la préfecture, avec les services de renseignement, avec les services de l'éducation nationale, avec l'ensemble des services. Et là, oui, l'association des maires, elle est importante, et elle le sera aussi pour l'entrisme, évidemment. Donc ça, les maires ne peuvent pas être laissés de côté. Moi, alors, dans mes derniers temps de préfet de police, j'ai participé à une réunion qu'organisait le préfet des Hauts-de-Seine, qui a fait une réunion. Il a réuni tous les élus des Hauts-de-Seine, les maires, les parlementaires, et il a expliqué, le but c'était d'expliquer ce qu'était l'entrisme. Voilà, donc on a aussi un travail de pédagogie à faire, c'est évidemment ce que je demanderai au préfet, pour expliquer ce que l'entrisme, comment il se manifeste et comment... Voilà. Bon. Donc ça, c'est pour la première question. Sur la deuxième question, sur les listes municipales, oui, il y a une probabilité assez forte, évidemment. C'est la doctrine, c'est la théorie, c'est la stratégie. On infiltre, on infuse. Là où, traditionnellement, sur les scrutins municipaux, on peut avoir des listes dites, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais des listes dites communautaires. On a eu des listes communautaires dans certains quartiers, qui étaient... la fédération, où il y a même un parti politique qui se présentait au nom de la communauté, enfin de nos compatriotes musulmans, qui se présentait aux élections. Là, on pense qu'il y aura effectivement plutôt des personnes qui vont s'agréger à un certain nombre de listes. Très honnêtement, c'est compliqué de s'y opposer. C'est compliqué de s'y opposer. Enfin, je ne vois pas en droit comment... Bon, on verra, mais après, une fois que évidemment ces personnes, je parle de l'entrisme, attention, je ne suis que dans cette logique-là. C'est quand même extrêmement compliqué de s'y opposer. Les têtes de liste, évidemment, ou l'équipe, le haut de la liste peut avoir évidemment l'information. Après, c'est eux qui décident ou pas. Mais c'est compliqué de s'y opposer. Voilà. Après, dans le fonctionnement d'une équipe municipale,
il y a un certain nombre d'infractions qui sont constituées quand les élus municipaux ne se comportent pas de façon conforme aux lois de la République. Je pense à la prise illégale d'intérêt et autres, etc., etc., au favoritisme. Il y a un certain nombre de délits qui existent et qui pourraient avoir vocation à s'appliquer, mais ce sera extrêmement compliqué. Sur les ingérences numériques étrangères, donc c'est un sujet plus global et qui dépasse le cadre en fait de l'islam politique, on est bien d'accord. Oui, avec chaque élection récente a été marquée par des ingérences, et notamment des ingérences numériques, et notamment informationnelles, en fait, donc de la désinformation qui porte sur tel ou tel candidat qui est ciblé. Donc ça peut être des ingérences, mais il y a des ingérences étrangères, clairement. C'est des moments où, pour certaines grandes puissances, il est utile de diviser notre pays. Donc souvent avec la diffusion de manière massive, avec des faux comptes, de fausses informations. Et nous, toute l'organisation qui est la nôtre consiste évidemment à détecter, à dénoncer et à faire supprimer un certain nombre de contenus. Voilà, Monsieur le Président. Pardon, je voulais faire ce propos liminaire, mais qui me semble assez important pour bien comprendre ce dont on parle sur ce sujet. Merci, Monsieur le ministre, de ce propos liminaire qui est effectivement très, très important en termes de méthode et qui permet ensuite de pouvoir échanger. Avant de laisser la parole au rapporteur, sur les réflexions qui peuvent être en cours sur des insuffisances de notre législation, est-ce qu'aujourd'hui, les cas de recours aux techniques de renseignement qui sont prévus, c'est l'article 811-3 du Code de la sécurité intérieure, il y a 7 cas, et je crois qu'on utilise, c'est celui qui est au 5A exactement, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions pour utiliser les techniques de renseignement sur des mouvements islamistes. Est-ce que ça permet une efficacité dans cette recherche de renseignement? Ou est-ce qu'il faudrait réfléchir à un nouveau cas, effectivement, d'ajouter à ces cas de recours de techniques de renseignement à une nouvelle occurrence qui serait directement liée à l'entrisme? Alors, effectivement, le cas que vous citez dans la liste des finalités, on appelle ça, c'est plus le ministre qui parle, c'est l'ancien du renseignement, mais c'est quand même le ministre qui vous parle, parce qu'on a aussi le droit d'être ministre et technicien. Les finalités, ce que vous citez sont des finalités, effectivement, au titre de la 5. Il y a plusieurs finalités. Il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Le terreau, c'est la 4. La 6, c'est la crimorgue. Vous avez les ingérences étrangères, c'est la 2. Donc, pour l'entrisme, ce qui s'en rapproche le plus, c'est effectivement celle que vous citez. Ça peut être marginalement le terreau, la finalité dite 4, quand on a de la radicalisation violente en plus, ce qui est assez rare quand même. Donc j'insiste, je sais que cette opinion n'est pas partagée par tous, mais on ne réussira pas dans le combat sur l'entrisme si on relie ça à la violence. On ne réussira pas. Si on veut braquer tous nos compatriotes musulmans, on peut continuer comme ça marchera à tous les coups. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Ce n'est pas des sujets qu'on doit employer et traiter avec brutalité. La phase dans laquelle on s'engage va être extrêmement compliquée pour essayer de faire comprendre que ce qu'on veut faire primer, c'est le respect des valeurs de la République et le vivre ensemble. Et que ce que l'entrisme attaque, c'est ça. Et on ne s'en prend pas à nos compatriotes musulmans. On veut que toutes les confessions religieuses, philosophiques puissent vivre ensemble dans le respect des règles de la République. Donc, effectivement, donc là je reviens à la question, la finalité 5 qui se divise en plusieurs sous-catégories. Bon, il y a les violences, il y a les subversions collectives, voilà, on a violence collective, pardon, il y a plein de et effectivement celle qui s'en rapproche le plus, c'est celle que vous venez de citer, c'est-à-dire l'atteinte à la forme républicaine de nos institutions. Mais à ce jour, on a une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui valide ces techniques, ne retient pas cette interprétation. Voilà. Donc il y a une réflexion qui est en cours qui vise à essayer de voir si on peut avoir une interprétation extensive de ce qu'il faut entendre par la forme républicaine de nos institutions. Est-ce que ça vise les grands principes constitutionnels autour de la République? Et là, on pourrait être dedans, parce que l'entrisme, pour nous, enfin pour moi, c'est clairement une atteinte à la cohésion nationale, au vivre ensemble et quelque part à nos valeurs de la République. Bon. Donc il y a une réflexion en cours pour savoir si
on peut avoir une interprétation extensive de cette formule, ou si ça n'était pas le cas, il faudrait qu'on modifie le texte. Voilà. Voilà, clairement, mais vous avez raison, c'est l'item qui correspond le plus au phénomène qu'on veut appréhender. Merci, Monsieur le Ministre. Un deuxième point aussi qui concerne, qui sera plus basique, on va dire, mais dans les auditions qu'on a eues, notamment avec les services de renseignement, on a bien compris qu'il n'y a plus de renseignement qui se fait au niveau des formations politiques, des élus. Et donc, on a l'impression, enfin, on s'interroge pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un trou dans la raquette on suit les islamistes, mais des élus qui pourraient avoir des liens avec des mouvements islamistes, c'est dire non, on n'y va pas, on n'a pas le droit de le faire. Donc on entend, c'est notre législation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque à ce niveau-là? Alors, c'est la difficulté de cet exercice. Il est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment que l'action du gouvernement serait islamophobe, en fait. C'est ça le risque vis-à-vis de nos compatriotes et nombreux de confession musulmane qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont aucun problème avec le respect des règles de valeur de la République, avec le vivre ensemble. Même si on a le sondage qui est paru hier, qui est un sondage qui doit être pris en compte. Moi, je le prends comme une nécessité absolue d'aller sur cette phase 3 sur l'entrisme. Maintenant, ça me paraît assez évident. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième sujet, vous avez raison, c'est que les services de renseignement ne travaillent pas, et c'est heureux, sur les partis politiques. Donc, il y a pas c'est pas la demande, mais les interactions, elles peuvent se faire dans la mesure où, je dis très clairement, j'assume de le dire, il y a un certain nombre de formations politiques qui, déjà à l'époque des actions qu'on menait sur le séparatisme, déjà à l'époque, critiquaient l'action du gouvernement et la taxaient d'islamophobe. Et là, évidemment, vous avez le politique qui s'invite dans une action de protection de la défense de nos intérêts, quand même. Bon, c'est les manifs de 2019, je ne reviens pas, tout le monde a ça en tête. Voilà, vous savez, donc évidemment, il y a un certain nombre de structures séparatistes auxquelles nous nous sommes attaqués, qui ont été dissoutes. Le CCIF, d'autres structures, Baraka City. À l'époque, toutes ces structures ont été traitées sous le prisme du séparatisme. Et on avait effectivement un certain nombre de formations politiques qui ont été extrêmement critiques sur le sujet, en considérant que c'était une action islamophobe. Mais ça s'accompagne, et c'est là où c'est compliqué, je veux dire, y compris politiquement. C'est pas que juridiquement compliqué, c'est où c'est compliqué politiquement. C'est que pour ces formations politiques-là, il y a aussi une volonté de faire évoluer la laïcité, la loi sur la laïcité, de tolérer un certain nombre de choses qu'actuellement nous ne tolérons pas. Donc il y a aussi une revendication politique et qui peut être en phase avec la mouvance. Voilà. Et donc le lien, il est, je qualifierais d'indirect comme ministre de l'Intérieur, mais oui, il peut exister, c'est sûr. Il peut exister. Voilà. En tout cas, il y a le sentiment chez les tenants de la mouvance de l'islam politique. C'est-à-dire, encore une fois, l'islam politique, c'est, moi, ma définition, elle est très précise. C'est ce mouvement politique de l'islam minoritaire qui veut imposer dans l'espace public, dans le vivre ensemble, dans la République, les lois religieuses là où elles n'ont pas leur place. Et c'est ça. Voilà. Et vous avez une partie de ces mouvements qui peuvent avoir le sentiment d'être soutenus par certains partis politiques. Clairement, qui ont pris des expressions publiques. Bon, voilà. Après, c'est le débat politique. C'est le débat politique. Juridiquement, nous, on s'en prendra toujours à ces structures. Et j'espère qu'on pourra le faire, qu'on aura les moyens législatifs de le faire. Mais les partis, après, sont libres d'émettre des opinions et c'est compliqué de s'en mêler. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Juste pour indiquer qu'on auditionne l'IFOP qui a fait le sondage juste après vous. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté cette audition dans un délai très bref, compte tenu notamment des impératifs calendaires de notre commission qui sont très contraignants. Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir dans le cadre de nos travaux plusieurs services de sécurité de l'État placés sous votre tutelle, mais il apparaissait néanmoins important de vous auditionner pour avoir un regard plus global et plus politique sur la thématique qui nous intéresse. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement était en réflexion aussi sur une
une loi pour renforcer la lutte contre l'entrisme. D'ailleurs, c'est une déclaration du Premier ministre lors des questions au gouvernement du 12 novembre dernier. Alors, c'est vrai qu'on a un travail finalement un petit peu qui se rejoint. Le Parlement, par l'intermédiaire de cette commission, et vous sur ce travail également. Nos travaux à nous ont évidemment porté à nous interroger sur les accointances qu'il peut y avoir entre certains mouvements politiques et les mouvements islamistes, c'est-à-dire de déterminer s'il y a des liens qui sont réels ou pas, à les qualifier, sont-ils purement conjoncturels et électoralistes ou davantage organisés et structurels, à les quantifier aussi, ce phénomène touche-t-il plusieurs partis politiques ou un seul, et à les localiser. Est-ce qu'il s'agit d'un échelon national ou est-ce qu'il y a des écosystèmes locaux qui sont aussi touchés? Puis surtout de savoir finalement quel est l'objectif de ce rapprochement. Tout cela m'amène donc à ma première question. Nous avons observé tout au long de nos auditions un décalage entre d'une part des journalistes ou des chercheurs qu'on a auditionnés qui nous alertaient sur des liens inquiétants qu'ils observaient entre des responsables politiques et des personnalités propageant l'idéologie islamiste, notamment à l'occasion de manifestations ou d'événements qui ont eu lieu notamment autour de la cause palestinienne, et d'autre part les services de l'État, dont plusieurs relèvent de votre tutelle, qui nous ont affirmé ne pas constater directement de tels liens. Alors, il semblerait ainsi qu'en dehors d'action, l'État n'est pas en mesure de prévenir les rapprochements pourtant documentés entre des personnalités politiques et des personnalités parfois condamnées pour apologie du terrorisme. Qu'en pensez-vous et comment prévenir de tels rapprochements? C'est le cas d'une manifestation où vous avez quelqu'un qui prend la parole, qui peut avoir été condamné pour apologie du terrorisme ou proche d'un mouvement islamiste radical et qui serait à côté d'un élu de la République, quelquefois même parlementaire, qui par sa présence finalement cautionnerait quelque part les propos qui sont tenus, mais qui n'en tiendrait pas lui-même et qui ne serait pas donc poursuivi à cet effet. Est-ce qu'il y a finalement une accointance de par cette présence et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter finalement cette justification implicite de fait de participer à une manifestation activement sans pour autant commettre soi-même d'infractions d'apologie du terrorisme en prenant la parole avec des propos qui seraient de nature à engager ces poursuites? Monsieur le ministre. Sur ce sujet, évidemment, d'abord sur le premier point, les services de renseignement manifestent une certaine prudence, je le comprends parfaitement. Hein, donc voilà, c'est pas les chercheurs ont plus de liberté, sont des observateurs, voilà, les services de renseignement manifestent ces prudences parce qu'ils ne veulent pas, ils ne travaillent pas sur les formations politiques. Ça, je le redis, ils ne le font pas, hein, on ne le fait pas. Après, il y a un autre, le cas que vous citez existe. Il y a, je vous redis, il y a un certain nombre de formations politiques qui soutiennent un certain nombre de structures qui font partie de l'islam politique, en tout cas qui ne les condamnent pas, ou de manière plus indirecte, je dirais, nous reprochent à nous de nous en prendre à elle en nous traitant d'islamophobes. Voilà. Moi, j'ai été souvent taxé, y compris comme haut fonctionnaire, hein, pas seulement comme ministre, d'avoir une attitude islamophobe parce que je dénonçais telle et telle structure. La question s'est beaucoup posée autour de la mouvance pro-palestinienne, hein, donc où on a eu dans le cadre de manifestations pro-palestiniennes des propos dont nous considérions, et pour certaines affaires, les tribunaux l'ont confirmé, qui étaient des propos d'apologie du terrorisme, clairement. Bon, sur des manifestations pro-palestiniennes. Donc il y a eu des actions qui ont parfois été engagées. On a eu des bras de fer avec certains élus politiques qui ont échappé à personne, où eux préféraient dire que c'était non pas de l'apologie du terrorisme, mais de l'apologie de la résistance, hein, Et on a eu effectivement, dans certaines manifestations pro-palestiniennes ou de défense de structures de l'islam politique qui étaient dissoutes et ça donnait lieu à l'organisation d'une manif,
On a eu, oui, des élus de la République, oui, effectivement, qui étaient présents, qui n'ont pas eux-mêmes tenu ces propos. En tout cas, il n'y en a pas d'exemple qui me revient à l'esprit. Mais oui, il y en a certains qui étaient présents. Oui, je vous le confirme. Oui, oui, je peux pas vous dire le contraire. Donc, nous, systématiquement, l'action qui est la nôtre sur ces manifestations, sur ces rassemblements qui peuvent déboucher sur des propos qui sont apologiques, c'est soit on interdit le rassemblement, soit on l'interdit, soit on ne l'interdit pas parce qu'on l'a fait, on s'est fait suspendre par le tribunal administratif, ce qui arrive, soit on ne le fait pas parce que la manif est organisée par un parti politique et qu'il y a une liberté d'expression, heureusement, dans notre pays. Mais il se peut que, néanmoins, il y ait ce type de propos qui soit tenu. Oui, c'est arrivé. Oui, il y a eu des moments où il y avait des élus de la République. Oui, je vous confirme. Je vous confirme. Et quelque part, bon, c'est une forme de soutien. Après, on est d'accord qu'on est... Et c'est là, monsieur le président, monsieur le rapporteur, où les services de renseignement n'interfèrent pas. Pourquoi ? Parce que ces politiques qui sont présents, ils ont une autre conception des propos qui sont tenus, ils ont une autre conception de ce qu'est l'islam politique, ils ont une autre vision. Ils ont une autre vision. Voilà. Évidemment, moi, je la combats. Je la combats comme ministre de l'Intérieur. Je me battrai pour qu'on ait un dispositif. Je proposerai au Premier ministre de retenir un dispositif qui nous permette d'appréhender ce phénomène. Mais penser que les services de renseignement, eux, c'est pas leur rôle d'aller caractériser, de dire telle formation politique soutient l'islam politique. Voilà. Après, il y a des choses qui sautent un peu aux yeux quand même. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le ministre. Le communiqué de la présidence de la République du 7 juillet 2025, ainsi que le rapport d'évaluation de la sénatrice Madame Eustache-Brinio, qu'on a auditionné, souligne que la loi CRPR de 2021 ne permet pas de prévenir et de lutter pleinement contre les phénomènes d'entrisme et de séparatisme islamiste. Quelles mesures concrètes sont à prendre selon vous pour garantir une meilleure application de cette loi sur l'ensemble du territoire et renforcer ainsi son efficacité ? Alors, monsieur le ministre. Je vais vous donner la liste sans difficulté, vous voyez bien la différence. Après, sur la loi confortant les principes de la République, bon, je ne veux pas, là-dessus, moi je suis ministre de l'Intérieur, je travaille depuis 2017 sous une forme ou une autre aux côtés du président de la République. C'est un peu fastoche de dire c'est du compliqué, on n'y arrive pas, c'est pas assez. Bon. Avant 2017, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait sur le sujet quand même. La radicalisation, c'est pas un phénomène nouveau quand même. Donc voilà, c'est un petit peu facile de toujours dire on n'en fait pas assez, on en fait. Non, pas nous, on fait. Nous, on fait. Voilà, on fait des choses. Bon, je sais que c'est pas forcément ce qui est dit dans votre camp politique, mais nous, on fait des choses. Voilà. Et depuis le début, le terrorisme, la radicalisation, ce qu'a écrit Gilles Kepel, ça n'a pas commencé en 2015, en 2017. Ça existait depuis 20 ans, la radicalisation dans les prisons, etc. Bon, c'était d'autres qui étaient aux responsabilités à l'époque. Je n'ai pas souvenir qu'ils aient engagé énormément de choses, en vrai. Donc, moi, j'aime bien être clair aussi sur ces sujets. Nous, on agit. Voilà, on agit. On a traité le terrorisme, on a traité le séparatisme. Maintenant, on s'attaque à l'entrisme, on le définit, et on le nomme. Et on dit ce qui nous semble être un mal pour notre vivre ensemble, pour notre société. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, la loi quand même de 2021, elle permettait quand même de faire un certain nombre de choses. J'élude pas la question, je vais vous dire après ce qui nous manque, vraiment précisément. Elle nous permettait quand même de faire un certain nombre de choses. Donc pour assurer la neutralité dans les services publics, vous aviez le délit dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous aviez l'obligation de soumettre de conditionner l'attribution de subventions par la souscription d'un contrat d'engagement républicain, dont la méconnaissance entraîne quand même le remboursement de la dite subvention. Vous avez le renforcement des moyens juridiques pour dissoudre les associations quand elles présentent une menace grave pour l'ordre public. Et ça, c'est nouveau, parce qu'en 2017, la loi de 2017, pour pouvoir dissoudre des structures au titre de cette loi, il fallait qu'il y ait un lien avec le terrorisme, en fait. Soit des gens qui étaient dans l'action terroriste, ou soit des gens qui faisaient l'apologie, ou qui étaient en contact avec des personnes plutôt de profil djihadiste, ou qui faisaient de l'apologie. Là, on a ramené ça à la menace grave pour l'ordre public.
ce qui, on va le voir, c'est ce que je vais vous dire dans le deuxième temps, ne suffit pas pour l'entrisme. C'est pas suffisant, mais pour le séparatisme, ça nous a permis de fermer quand même pas mal de lieux de culte sur ce fondement. Ce que fait le préfet des Hauts-de-Seine, c'est sur cette base. C'est sur cette base juridique, ou sur la base encore terrorisme, quand on arrive à rallier ça de la radicalisation violente. On avait parmi les mesures il y a eu toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre les certificats de virginité, revenir sur un certain nombre de règles d'héritage. On a refusé de prendre en compte, en matière de pension de révention ou de séjour, la polygamie, de manière claire, explicite. On a soumis à autorisation à l'époque l'instruction aux familles, donc l'instruction dans les familles, soumise à autorisation. Donc on sait que c'était une façon assez importante de détourner des circuits scolaires, y compris des circuits privés sous contrat, les enfants. On a renforcé les modalités de contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat, le régime de fermeture administrative de ces établissements, puis il y a tout le volet religieux, avec le contrôle des versements étrangers, l'obligation de déclaration au-delà d'une certaine somme, la possibilité pour le préfet de s'y opposer, etc. etc. Bon. Donc cette loi, il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes, et puis il y avait les délits dont j'ai parlé, les 2 délits, si vous vous souvenez bien. J'en ai cité un, c'était le délit pour une personne d'essayer de faire pression physique, notamment sur des fonctionnaires territoriaux essentiellement, ou d'État dans certains cas, pour obtenir un aménagement du service public, ou ce délit qui consistait à révéler l'identité de personnes en les publiant sur les réseaux. Bon. Après, évidemment, maintenant, on veut aller plus loin. On veut aller plus loin à la lumière de ce qu'on a vécu avec la loi séparatisme. Et voilà, et c'est en avançant qu'on trouve évidemment des solutions. Et les mesures sur lesquelles on réfléchit actuellement, on a commencé finalement à en parler d'un certain nombre d'entre elles, c'est la création qui serait une finalité de technique de renseignement. On en a parlé, je ne reviens pas dessus. Soit c'est l'extension de la forme républicaine des institutions, soit on en crée une, on modifie un peu les textes, mais là, ça serait quand même hypersensible. Je pense que là, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il faut passer, il faut obtenir une majorité au Parlement sur un sujet comme celui-là. C'est pas simple, mais moi personnellement, je pense que c'est la solution à titre personnel. On a ce qui nous manque aussi, c'est pour dissoudre des structures. On peut le faire que s'il y a terreau ou s'il y a menace grave pour l'ordre public. Mais avec l'entrisme, il n'y a jamais de terreau, il n'y a jamais de violence en fait. Donc il faut sortir de ce fantasme. Le lien avec la violence n'est pas forcément établi, et même en général, il ne l'est pas du tout. Ça peut, mais ça ne l'est pas en général. Et puis, vous avez, avec la loi séparatiste, on ne peut pas non plus parler de menaces graves pour l'ordre public. Donc, il nous faut un motif qui nous permette de dissoudre au titre de l'entrisme. Et trouver une rédaction qui pourrait être l'atteinte portée à la cohésion nationale, au vivre ensemble. Tout ça, je pense que juridiquement, ça s'écrit. Ça peut s'écrire et se démontrer. Il nous manque aussi une mesure de gel des avoirs pour des agissements qui sont liés à tous ces motifs de dissolution. Ce que nous n'avons pas actuellement. Gel des avoirs, ça serait extrêmement important. Et ça, ce sont aussi des mesures sur lesquelles on réfléchit, au même titre que la possibilité de dissoudre des fonds de dotation. Donc pour les mêmes, évidemment, pour des motifs qui seraient liés à l'entrisme, évidemment. Alors on a aussi un certain nombre de mesures qui nous paraîtraient utiles. C'est de renforcer le contrôle sur l'accueil des mineurs. Donc ça nous paraîtrait extrêmement important. Il y a des dispositifs de contrôle, mais tous les accueils de mineurs ne rentrent pas forcément dans ce cadre juridique. Et on a beaucoup d'écoles coraniques qui échappent. Donc pour nous, c'est un sujet. On a aussi en réflexion la possibilité pour les préfets, les préfets, d'avoir un avis conforme sur des permis de construire sur un certain nombre de lieux de culte qui pourraient poser problème. Évidemment, forcément, il faudrait qu'il y ait un problème, il faudrait que cet avis soit motivé. Actuellement, ça n'est pas possible. Le préfet n'est saisi que pour avis. Il peut toujours s'y opposer, évidemment, mais pour des raisons qui touchent à l'urbanisme ou à un certain nombre de réglementations, parmi lesquelles ne figure pas la lutte contre le séparatisme ou l'entrisme. Voilà pour quelques-unes des mesures
Je vous cite celle-là et plus celle dont on a parlé tout à l'heure. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, une autre question. Oui, merci Monsieur le ministre. Alors c'est vrai que vous avez anticipé, sans le savoir, certaines de mes questions et certaines de propositions que je voulais vous soumettre, notamment suite à l'audition de deux maires. On s'est rendu compte qu'effectivement, quand ils ont statué sur l'ouverture d'un lieu de culte, finalement, ils se sentaient un petit peu, pas abandonnés, mais pas suffisamment appuyés par l'État. Ils avaient l'impression qu'ils prenaient, eux, la responsabilité de la chose. Il y a un avis simple qui est rendu par le préfet, vous l'avez dit, sur des critères uniquement urbanistiques. Donc c'est vrai que la réflexion qu'on pourrait se poser, c'était d'avoir un avis conforme plutôt qu'un avis simple, et un avis conforme pas seulement sur une base urbanistique, d'analyse des règles d'urbanisme, mais aussi sur éventuellement l'entrisme, le séparatisme, etc. Et c'est vrai que ça permettrait aussi de protéger nos élus locaux, puisque ça serait les préfets et donc l'État qui prendraient la responsabilité de dire non à une communauté, ce qui n'est pas forcément très facile à soutenir pour un élu local, notamment dans des communes où la population musulmane est majoritaire, puisqu'on sait qu'il y en a certaines. On avait aussi d'autres propositions à vous soumettre dans ce cadre, par exemple comme interdire la diffusion de consignes de vote dans un lieu de culte en période électorale, puisque c'est quelque chose qu'on a aussi à cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait aussi le prévoir dans cette nouvelle législation? Oui, enfin, alors, ça serait au même titre que ce qui est déjà prévu pour la loi de 1905. Hein. On a eu d'ailleurs à l'examiner de très près pour ce qui s'est passé à Verdun ce week-end, hein, avec une messe commémorant le souvenir du maréchal Pétain, avec des propos qui ont été tenus en marge de la messe qui sont clairement révisionnistes. Hein. On a eu à l'examiner, on est plutôt sur la loi de 1905, on est plutôt sur du pénal, hein, donc on peut poursuivre. Mais moi, je n'y aurais pas. Effectivement, le culte, c'est pas l'endroit où on doit donner évidemment des consignes de vote ou tenir des réunions politiques, c'est interdit. Hein, mais ça relève plutôt du pénal. Hein, voilà, mais ça existe. Frédéric. Alors j'aurais une autre question. Comment éviter que des mesures d'entrave prises à l'encontre d'associations ne soient contournées, notamment par une réorganisation au niveau européen? Vous l'avez signalé tout à l'heure, le CCIF qui a été reconstitué à Bruxelles en CCIE et qui a même pu d'ailleurs porter une réunion ici au sein même de ces murs, invité par un député de la République. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de Bruxelles pour éviter finalement ce phénomène? Je pense qu'il faut qu'on obtienne la modification des règlements européens. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, avec mon équipe, j'étais en discussion avec le commissaire européen en charge des affaires intérieures et j'ai mis à nouveau, comme l'avait fait d'ailleurs mon prédécesseur Bruno Retailleau et avant moi, je pense, Gérald Darmanin, hein, j'ai réabordé ce sujet qui était déjà une préoccupation quand j'étais haut fonctionnaire et déjà quand j'étais directeur général de la sécurité intérieure. C'est qu'on a un souci effectivement avec les textes européens sur ce sujet qui ne prévoit pas, par exemple, de gel des avoirs hein, pour la radicalisation. C'est prévu pour le terrorisme, pas pour la radicalisation, pas pour le séparatisme. Donc nous, on avance nos positions, on dit qu'on aimerait bien que ce soit le cas sur ces sujets. De la même façon qu'on aimerait bien qu'il y ait des contrôles. Alors c'est le cas maintenant dans le cas des règlements financiers européens. On aimerait bien qu'il y ait des contrôles, évidemment, de manière à ce que ces structures ne bénéficient pas de financement européen. Il n'y a pas que les financements français. Vous avez des financements européens qui peuvent bénéficier à ces structures, alors même que nous, on ne les finance plus. Donc ça, c'est un sujet. Et la question que vous posez très clairement, et j'y réponds, effectivement, vous avez un certain nombre de structures qui ont pu se reconstituer à l'étranger. Vous citez le CCIF, c'est vrai, hein, ils se sont reconstitués dans d'autres pays. Et là, notre souhait, évidemment, c'est que les mesures que nous prenons au titre de la radicalisation dans un État puissent être valables dans un autre État, qu'à tout le moins cet autre État nous suive et poursuive nos actions. Voilà. Mais c'est un sujet qu'il faut effectivement porter au niveau européen. Ça me paraît extrêmement important puisqu'on a des exemples de structures effectivement qui se sont reconstituées
pas que dans des pays européens en plus. Voilà, je vous signale que pour certaines, c'est au Royaume-Uni. Voilà. Donc pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse assurer ce suivi. Mais je crois que le commissaire, je vais passer le message hier, je crois qu'il a compris. Et je n'ai pas reçu une réponse négative, au contraire. Au contraire. Voilà, il y a d'autres États européens qui portent les mêmes revendications. Donc à la fois les financements et la possibilité d'avoir évidemment une approche conjointe, commune, collective, quand on a dissous une structure, qu'elle ne puisse pas se reconstituer dans un autre État de l'Union européenne. Parce que si nous procédons à ces dissolutions, c'est parce qu'il y a une menace grave pour l'ordre public, évidemment, à date, à droit constant. Mais demain, ce sera parce qu'il y a une atteinte aux valeurs de la République, finalement, qui ne s'inscrit pas dans la violence, qui ne s'inscrit pas dans une menace grave pour l'ordre public, mais qui sera une atteinte aux valeurs de la République. Et il y a des textes de l'Union européenne qui proscrivent de porter atteinte aux valeurs de l'Union européenne, qui sont quand même les mêmes que les nôtres. Donc voilà, moi j'ai bon espoir qu'on y arrive. En tout cas, on va pousser en ce sens. Mais comme toujours avec l'Europe, ça ne sera pas dans un quart d'heure, quoi. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, dernière question qui va toucher peut-être aux limites de la loi de 1905. Le Forum de l'Islam de France, le FORIF, a tenu sa deuxième session en février 2025. Quel regard portez-vous sur cette instance et quelles sont vos principales préconisations concernant l'organisation du culte musulman? Qu'en est-il de la création d'un statut de l'imam qui avait été annoncé par l'un de vos prédécesseurs, M. Gérald Darmanin, en février 2024? Monsieur le ministre. Sur le FORIF, donc moi j'y suis évidemment très favorable. C'est pas une instance représentative, c'est une instance de dialogue qui vise à représenter au plus large nos compatriotes de confession musulmane, avec une déclinaison territoriale, je tiens à le dire. Il y a une déclinaison territoriale avec les assises territoriales de l'islam de France qui s'est tenue dans de nombreux départements. Il y a eu plusieurs sessions et je crois que c'est un endroit, voilà, moi je vois ça avec d'un très très bon œil. Je crois que c'était une initiative à l'époque du président de la République pour revenir sur des instances représentatives qui n'avaient pas forcément fonctionné, qui étaient très liées aux États étrangers. Donc voilà, là on est sur un dispositif auquel je crois beaucoup et qui a déjà permis d'engager un certain nombre de discussions. Alors toutes n'ont pas abouti, mais c'est en cours. Mais certaines ont abouti, comme la création de la structure de l'association qui suit les actes anti-musulmans. Donc c'est quand même, voilà, tout ça est né du FORIF, où on a un suivi, une plateforme de signalement. Nous avons par ailleurs une réflexion qui a été lancée sur les carrés confessionnels, sur la création d'un conseil national des aumôneries musulmanes. Voilà, donc c'est un endroit, c'est un espace de dialogue sur la relation entre le culte musulman et les autorités publiques. Et donc voilà, moi j'y suis très favorable. Sur le statut d'imam, alors d'ailleurs j'en profite, puisque je vous confirme ce que je vous disais en vous donnant le texte tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, mais Frédéric là me passait je vous confirme, on ne peut pas évidemment passer de consigne de vote dans un lieu de culte en période électorale, c'est pas possible. Et on est bien sur un dispositif pénal. Donc ensuite il y a des poursuites. Donc voilà, comme on l'a fait pour Verdun, mais pour un autre motif pour Verdun. Alors sur le statut de l'imam. Sur le statut de l'imam, on a créé un certain nombre comme vous le savez, il y a des mesures qui ont été prises pour qu'il n'y ait plus d'imams financés par les États étrangers, ce qui était quand même le cas. Donc, il y a eu une sortie en sifflet de ce dispositif. Et puis, on a créé donc un référentiel métier avec notamment des contrats de travail type, etc. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un statut au sens premier du terme, quand même. Je ne pense pas. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'est un sujet sur lequel le FORIF a travaillé. On ne peut pas parler exactement de statut parce que ce n'est pas une profession réglementée au sens juridique du terme. Voilà, c'est en ce sens qu'il n'y a pas de statut. Donc voilà, néanmoins, tout ce qui est question de la professionnalisation du recrutement revient de manière assez régulière dans les discussions, notamment au sein du FORIF ou dans les assises territoriales. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. On a sur le régime, dans le cadre du FORIF, il y a beaucoup été réfléchi sur le régime du salariat, sur l'attractivité du métier, et en tout cas il y a une volonté forte de sécuriser la fonction au sein de la communauté musulmane. Voilà, une volonté très forte.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez encore une question. Dernière question très courte, Monsieur le ministre. Votre prédécesseur avait annoncé en fin février 2025 la dissolution d'Urgence Palestine. A priori, elle n'a pas encore été suivie des faits. Qu'en est-il ? À ma connaissance, cette dissolution a été lancée. Elle est dans les tuyaux, comme on dit. Hein, voilà. Donc voilà. Donc elle est dans les tuyaux. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, sur les dissolutions qui ont été lancées, d'abord, on en a fait beaucoup. Hein, il faut l'avoir en tête. Hein, pas que des mouvements, d'ailleurs, je le dis, hein, pas que des mouvements de soutien de la cause palestinienne et qui ont pu avoir des propos qui flirtaient avec l'apologie du terrorisme, hein, en vrai. Hein. On a dissous beaucoup de structures. Hein. Je veux dire, les gouvernements successifs n'ont jamais eu la main molle sur ces sujets. Hein. Il n'y a qu'à voir toutes les structures d'ultra-droite qui ont été fermées. Je le dis à dessein pour ne pas donner le sentiment qu'on est sur deux poids, deux mesures. Hein, donc, et c'est ce que disait d'ailleurs Breton-Retailleau, et moi j'aurais le même discours. C'est ce que disait Gérald Darmanin aussi, moi j'aurais le même discours. Voilà, dès qu'on sort du cadre des lois de la République, il doit y avoir possibilité de dissoudre. Voilà, surtout pour des structures. Tout ce qu'on a lancé actuellement, on est quand même toujours sur l'appel à la violence, l'incitation à la violence, la menace grave pour l'ordre public ou l'apologie. Bon. Voilà, donc ça avait été annoncé, elle était passée en Conseil des ministres, celle-là, je ne sais plus, mais je crois, enfin, à vérifier, mais en tout cas, il n'y a pas de frein de ma part sur cette structure, que les choses soient claires. Il n'y a pas de frein de ma part. On a eu des manifestations qui ont été organisées par elle, et pour d'autres motifs évidemment, mais qui étaient des manifestations où des propos apologiques ont clairement été tenus. Voilà, clairement été tenus. Et d'ailleurs, pour ce qui était, lorsque j'étais préfet de police de Paris, une déclaration de manifestation qui n'était déposée que par Urgence Palestine, c'était un problème pour moi. C'était un problème, voilà. Comme des partis politiques venaient s'y greffer, bon, c'est compliqué d'interdire des partis, donc on était plutôt dans l'action a posteriori en judiciaire. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de... Non, il n'y a aucun frein de ma part sur cette structure. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le rapporteur, pour vos questions. Nous en venons maintenant aux questions de nos collègues, à commencer donc pour le groupe Rassemblement National par Monsieur Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le ministre, merci d'être parmi nous et de répondre évidemment à nos questions. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai en fait un chiffre à l'esprit depuis ce matin. Le magazine Le Point a révélé dans son édition de ce matin qu'un sondage IFOP publié en indiquant le chiffre suivant, 57% des jeunes musulmans français estiment que la charia doit primer sur les lois de la République française ainsi que sur la science. Alors en tant que ministre chargé des cultes, que vous inspire ce chiffre, d'une part, et comment expliquez-vous cette information qui, vous l'imaginez bien, je dirais, inquiète une grande partie de nos concitoyens français, d'autre part? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Non, c'est évidemment un sujet. Moi, je n'ai pas regardé la façon dont les questions sont posées. Hein. Il y a d'autres questions qui interpellent, hein, comme le pourcentage de personnes qui se reconnaissent dans au moins une des thématiques portées par l'islam politique, une ou plusieurs. Bon, voilà, donc je crois que le chiffre est à 38%. Donc ça veut clairement dire qu'il est urgent de lancer la phase 3 sur l'entrisme. Voilà. Il est urgent de lancer la phase 3 sur l'entrisme et d'apporter une réponse claire maintenant, nette et précise sur ceux qui peuvent laisser entendre que la charia puisse s'appliquer en territoire de France. C'est pas possible. Voilà. Les lois de la République seront toujours supérieures aux lois religieuses, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient. Charia est comprise a fortiori. Voilà. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. J'ai pas une hésitation sur ce sujet. Et il y a maintenant urgence à passer à cette phase de mise en œuvre de nos dispositifs sur l'entrisme. Encore une fois, ce qu'on fait déjà avec le séparatisme, mais l'entrisme nous permettrait d'avoir une appréhension beaucoup plus large du phénomène. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Constance Le Grip.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour la netteté de vos propos, de vos prises de position, mais aussi des pistes assez détaillées, somme toute, que vous avez déjà exposées devant nous et qui font suite aux travaux du Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est réuni à plusieurs reprises, notamment pour travailler sur les suites à donner au rapport sur les frères musulmans et l'entrisme islamiste. Vous avez dit des choses très précises qui pourraient, si cela était retenu par le gouvernement, figurer dans un futur projet de loi. Et j'avais cru comprendre, effectivement, de ce que vous aviez dit il y a quelques jours au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC, que vous étiez, à titre personnel, si je puis dire, mais comme ministre de l'Intérieur, très, très favorable à ce que l'on aille sur un chemin législatif, pas uniquement réglementaire, pas uniquement d'instruction aux préfets, etc., même si le rôle des préfets est essentiel à la matière. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à quel point je soutiens l'action de l'excellent préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, qui est très engagé, qui est un préfet de la République très engagé dans la lutte contre l'islamisme et qui, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais je crois que c'est à ce stade le seul préfet à avoir organisé une réunion d'information sur ce qu'est l'entrisme et l'islamisme à destination des élus locaux. Et on souhaiterait que, y compris avant les élections municipales, d'autres préfets puissent envisager, et non pas après les élections municipales, ce travail de pédagogie et d'information. Alors, plusieurs des pistes que vous avez esquissées sont effectivement de nature à corroborer ce qu'on avait cru voir apparaître après les réunions du Conseil de défense et de sécurité nationale, notamment dans les propos du chef de l'État, qui est très, très, très engagé. Il y a également le sujet, alors ça fait partie des quelques pistes, mais que vous n'avez peut-être pas précisément évoqué, mais du renforcement du régime administratif contre les ouvrages illicites, parce qu'il est évident que dans beaucoup de villes, que ce soit Paris ou d'autres grandes villes, on trouve beaucoup de librairies qui, très publiquement, ont sur leur rayonnage et proposent à la vente toute une série d'ouvrages illicites, ou en tout cas propageant une idéologie islamiste de nature à porter atteinte à la cohésion de la nation et à ce qui me semble être voilà, les valeurs de la République et l'intérêt supérieur de la nation. Donc est-ce que ça fait partie des pistes? Est-ce que ça pourrait être inséré, même si c'est un registre un peu différent, celui de traiter des ouvrages dans ce même projet de loi futur que nous appelons de nos voeux? Et je termine. Dans sa réponse à Michel Barnier, le Premier ministre, la semaine dernière, effectivement, a indiqué aussi que le travail était en cours. Il est délicat, mais il est en cours, et que les ministres concernés pourront ouvrir une large consultation des partis politiques en la matière pour recueillir l'avis, les positions des différents partis politiques sur ce qu'il convient de faire dans cette étape 3. Est-ce que vous comptez ouvrir bientôt cette consultation de toutes les familles politiques pour travailler à ce sujet et recueillir l'avis des uns et des autres? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Alors, sur les trois sujets, effectivement, sur le premier point, le préfet Brugère a effectivement organisé des réunions. D'autres préfets le font. Alexandre Brugère lui avait choisi, d'ailleurs, avec mon accord, puisque j'étais préfet de police, et j'ai participé même à cette réunion personnellement pour expliquer un peu l'historique aux élus de tout ce que nous avions fait. Cette réunion avait été médiatisée. Donc, je trouve aussi que c'était une bonne chose d'avoir cette médiatisation que j'ai évidemment soutenue, mais d'autres le font, Madame la députée, voilà, ce travail d'explication avec les élus est mené. Sur les ouvrages illicites, oui, dans le volet législatif, il y aura bien une volonté de renforcer le contrôle des ouvrages illicites et des publications donc clairement étrangères qu'on peut trouver dans les librairies. Et sur l'ouverture et la discussion aux partis politiques, elle est indispensable, ça me paraît. Sur l'entrisme, encore une fois, on est dans un domaine qui est hyper sensible. Donc on a intérêt à faire partager le maximum les choses. Et donc il y aura deux options. Soit on part sur des dispositions législatives et le Parlement sera le réceptacle, finalement l'endroit de cette concertation. Soit ce n'est pas le cas. Et évidemment, on associera de très près les associations d'élus et les formations politiques. Oui, sur un sujet aussi sensible, ça me paraît indispensable. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe écologiste, la parole est à Madame Belagel Mariki. Merci, Monsieur le Président. Un
petit propos liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos premières lumières sur le sujet. On ne dit plus maréchal Pétain, puisqu'il a été déchu de... Voilà, mais je voulais le préciser, puisque étant donné que j'ai salué votre action, il ne faut pas non plus l'honorer plus que la République ne doit le faire, étant donné qu'on en a déchu de ce grade. Vous avez aussi parlé de la place de la religion dans l'espace public, en estimant qu'il y avait une forme de neutralité. Enfin, je voudrais revenir sur vos propos, parce qu'en réalité, le principe de liberté, de la laïcité, c'est bien la liberté dans l'espace public et la possibilité d'exprimer un fait religieux ou une absence de religion dans l'espace public. Mais comme vos propos étaient peut-être moins précis sur ce sujet-là, je voudrais vous permettre de venir préciser ce que vous entendiez sur la question de l'espace public. Ensuite, vous avez parlé de l'entrisme des frères musulmans, mais le rapport sur lequel je crois que tout le monde s'appuie parle de 400 à 1000 individus, et en réalité plutôt une baisse d'intensité de ce que sont les frères musulmans. Et donc s'il n'y a pas de définition organique de l'entrisme, dans le sens où on viendrait pointer une organisation de manière spécifique, j'ai du mal à comprendre la typologie qui permettrait d'aboutir à une qualification pénale. Je comprends les techniques de dissimulation, ce qui reviendrait à rendre aussi la caractérisation de l'intention d'un acte pénal d'autant plus compliqué que celui-ci serait dissimulé. Et quant aux actes, vous avez visé un certain nombre de délits déjà. L'extension de la question de l'organisation, j'ai renoté la réforme républicaine de nos institutions, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quelles pourraient être les nouvelles qualifications pénales. Vous avez parlé de gel des avoirs et de dissolution, donc des sanctions. Mais là encore, enfin voilà, moi c'est vraiment la question de quel type d'action recouvre un délit d'entrisme qu'on pourrait caractériser dans une nouvelle loi. Enfin, il y a une qualification qui n'est jamais utilisée, c'est celle qui est recouverte par l'article 31 de la loi 1905, qui pourtant participe peut-être à de l'entrisme, mais en tout cas à une forme d'emprise. Et je me demande la raison pour laquelle à chaque fois il n'y a pas de cette qualification qui est retenue. Pourquoi est-ce que cet article 31 de la loi 1905, qui pourtant fait partie des dispositifs de police des cultes, n'est assez peu utilisé en France, alors qu'il y a un certain nombre d'éléments, notamment la question de la polygamie, la question de l'héritage qui pourrait être recouvert par cet article 31. Et pourquoi est-ce que ça ne tombe pas sous cette loi? Pourquoi avons-nous inventé de nouveaux dispositifs? Enfin, toujours sur la question de la définition de l'entrisme, dans le rapport, toujours sur la place des frères musulmans, dans la page 52, il est indiqué que les sportifs qui portent le voile sont considérés comme participants à de l'entrisme. Est-ce que c'est l'avis du ministère? Et enfin, l'entrisme tel que vous l'avez défini a pour objectif d'attaquer notre cohésion nationale, et je vous rejoins sur ce point, mais la politique de lutte contre l'entrisme pourrait aussi abîmer notre vivre ensemble. Vous l'avez un peu esquissé dans votre propos liminaire, puisque se reposant sur des éléments assez peu tangibles, donc participant parfois à augmenter des soupçons sur une communauté spécifique, comment est-ce qu'on pourrait préserver nos concitoyens musulmans de ce climat de suspicion qui les conduit à se justifier de leur culte dès lors qu'ils veulent participer à la vie de notre cité, participer à des élections, participer à des engagements associatifs, etc. Et donc en fait, le remède ne soit pas pire que ce que nous sommes en train d'essayer de traiter. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Donc, en fait, il y a plusieurs questions. Donc, effectivement, c'est Pétain, pas le maréchal Pétain. Donc, je parlais du respect il ne doit pas y avoir d'immixtion de la loi religieuse dans les lois de la République. J'ai parlé de l'espace public, non pas au sens d'un espace physique, hein, on est bien d'accord. C'est pas l'espace physique, c'est dans la vie publique. Voilà, on ne peut pas avoir des lois religieuses qui imposent, qui conduisent à ce qu'un certain nombre d'individus ne respectent pas les lois de la République. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Vous dites le rapport sur les frères musulmans ciblent un certain nombre d'individus. Comment on appréhende tout ça? On n'appréhende pas des structures. On ne va pas dire... on entend parfois dire il faut dissoudre les frères musulmans. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce qu'on appréhende, c'est des comportements. C'est des comportements. Et donc, ces dispositifs, quelle que soit leur forme, et c'est déjà le cas avec le séparatisme, ce qu'on regarde, c'est des comportements.
c'est-à-dire le fait d'assumer, d'afficher, de promouvoir le fait qu'on ne respecte pas les valeurs de la République, voilà, qu'on ne souhaite pas les respecter. Et quand ça a un certain nombre de conséquences. Et donc, c'est pas l'appartenance en soi, dans un premier temps, à des structures, sauf si la structure par elle-même porte ces discours, évidemment. Mais c'est vraiment l'approche, elle porte sur le comportement, les thèses portées par une structure ou par les membres qui la composent. L'atteinte que l'on va viser, c'est donc je réponds à votre troisième point. L'atteinte qu'on va viser, c'est la cohésion nationale, c'est le vivre ensemble, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement établir. Enfin, il me semble. Sur les sportifs qui portent le voile. Sur les sports. Non, pardon, il y avait l'article 31. Oui, l'article 31 de la loi de 1905, c'est il faut une menace. Ah oui, il faut qu'il y ait une menace. Oui. Donc cet article est conditionné quand même par une menace qui est pas toujours évident à caractériser. C'est pour ça sans doute qu'on a été obligé en 2021 de repréciser les choses sur les voilà. Bon, je regarderai, mais voilà. Je vais vous en donner lecture parce que je pense que c'est intéressant qu'on débat. Oui. Merci de l'avoir inscrit là sur l'écran, sont punis d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ceux qui, soit par menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à faire cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Donc on est... Ça reste une menace, oui. Ouais. Soit menace, soit ça reste une menace. La deuxième branche reste une menace. Voilà. Bon, en tout cas, on a été amené en 2021 à préciser un certain nombre de choses sur le port du voile. Donc, est généralement régi par les fédérations sportives. Je crois que la plupart s'y opposent pendant les compétitions. Et c'est une bonne chose. Voilà, moi, comme ministre de l'Intérieur, je pense que c'est une bonne chose. C'est un signal d'une volonté d'avoir un port du voile plus généralisé, y compris dans des endroits où ça n'est pas permis actuellement. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Voilà, et je suis content quand les ministres des sports successifs, quand la ministre en charge rappelle aux fédérations leurs obligations de ce point de vue. Et la dernière question que vous posez, évidemment, elle est fondamentale. Je partage ce point. Il ne faut pas que ce qu'on va faire en matière comme pour le séparatisme, quand il y a eu tout ce qui a été fait sur le séparatisme, il y a pu avoir des incompréhensions sur le but qui était recherché, mais des incompréhensions au sein de notre pays ou à l'international. Il y a énormément de pays qui n'ont pas compris la loi de 2021, la circulaire qui a accompagné cette loi, les discours qui ont pu être tenus par des politiques à l'époque, et un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément que des pays à majorité de confession musulmane. Il y a eu des démocraties occidentales qui ont critiqué la France parce qu'ils avaient une approche plus communautariste que la nôtre à l'époque. Et donc vous avez raison, c'est un élément hypersensible. C'est en ce sens que je disais que ça n'est pas un problème qu'on traitera par la brutalité. Il faut beaucoup de pédagogie. Mais une fois que vous êtes au bout de cette pédagogie et que vous avez des gens qui vous expliquent quand même qu'il faut que les valeurs de la République sont incompatibles avec un certain nombre de valeurs religieuses, ça devient vraiment un problème. C'est un gros problème. Voilà. Et donc moi, je serai intransigeant là-dessus. Voilà. Intransigeant. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être brutal, il faut expliquer les choses. On ne vise pas une communauté, on ne vise pas la communauté musulmane. On vise simplement à sauvegarder dans ce vivre ensemble qui fait qu'on puisse vivre en République, quelle que soit sa confession, son opinion philosophique, ses orientations sexuelles, peu importe. Voilà, c'est ça qui est en jeu, c'est ça qu'il faut défendre. Et il faut de la pédagogie, il faut l'expliquer. D'autant que certains, c'est là où on revient sur le début de notre discussion finalement, certains iront dire que cette action, elle est menée contre les musulmans et les islamophobes, etc. Certains vont le dire. Je les entends déjà. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Buisson. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Alors, j'avais quelques questions. Tout d'abord, juste je vous ai entendu beaucoup utiliser le terme islamophobe, donc j'aimerais savoir si c'est un terme que vous reprenez à votre compte ou pas. Une question ensuite, c'était par rapport toujours à ce sondage qui va tourner quand même pas mal, parce que ça reste un sondage, mais
on parle de 57% des jeunes musulmans quand même qui effectivement mettent la charia au-dessus des lois de la République, ou souhaiteraient que la charia soit au-dessus des lois de la République. Alors, 57%, par rapport à la population, ça fait, je pense, peut-être quelques centaines de milliers de personnes. Donc peut-on finalement, à un moment, déradicaliser autant de personnes? Parce qu'on parle bien de radicalisation. Deuxième point, quand on sait déjà, pardon, je termine, mais le mal qu'on a à déradicaliser quelques centaines de détenus dans les prisons. Ensuite, d'une certaine façon, est-ce que cela est inquiétant? Ça a déjà été demandé, mais est inquiétant dans ce qui est en germe dans cette radicalisation, parce que la radicalisation, on sait à quoi elle peut porter aussi. Et est-ce que et pour revenir effectivement sur le port du voile dans le sport, là je vous rejoins. Effectivement, je ne suis pas certain qu'ils participent au vivre ensemble. Et est-ce qu'il y aura moyen pour la République d'être encore plus clair sur ce sujet-là? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Donc, sur le terme islamophobe, je le reprends pas à mon compte, hein, c'est pas ce que je disais, je l'ai employé à de nombreuses reprises pour dire que c'était le reproche qui nous était fait, gouvernement, pouvoir public, sur les actions que nous avons engagées. C'est vraiment le reproche qui nous est fait, donc je ne reprends pas ce terme. Voilà, quand il y a... il est régulièrement utilisé il a été régulièrement utilisé en 2019-2020 pour qualifier le gouvernement français. Il est encore utilisé par la mouvance de l'islam politique pour qualifier nos actions. On parle bien d'une France islamophobe. On essaie ils essaient de diffuser ce message auprès des plus jeunes, ce qui n'est pas d'ailleurs un signe qui va dans le sens d'une cohésion nationale. Franchement, c'est pas terrible. Pour le sondage, oui, encore une fois, je vous dis, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on rentre dans cette phase maintenant, dans cette phase 3, et de faire beaucoup de pédagogie, d'expliquer que non. Et d'abord s'opposer à la revendication systématique d'application de lois religieuses qui contreviendrait aux valeurs de la République. Ça, moi, je crois qu'il faut être absolument intraitable. Je n'emploierai pas le mot, comme vous, de déradicalisation pour ces jeunes. Voilà, je n'emploierai pas ce mot de déradicalisation. On ne peut pas dire que tous ces jeunes sont radicalisés. Dans le mot radical, il y a toujours radicalisé, il y a toujours ce sous-jacent d'engagement violent. Donc voilà, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est porter un discours maintenant qui porte au plus haut nos valeurs de la République et qu'on ne se retrouve pas dans cette situation. Encore une fois, j'ai pas regardé dans le détail les questions, mais celles que j'ai vu celle-là, et j'ai vu les 38% d'adhésion à une ou plusieurs idées de l'islam politique. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire et de rappeler les règles, de le rappeler avec beaucoup de pédagogie, mais aussi le rappeler avec beaucoup de fermeté. Et sur la question... Non, mais je crois que c'était tout. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Madame Yadan. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci pour l'ensemble de vos explications. Moi, j'avais 3 questions sur trois sujets différents. En tout cas, on parle évidemment de la même problématique. Lorsqu'on lit le rapport sur les frères musulmans, pages 51 et 56, on lit que plusieurs spécialistes cités estiment que d'ici 10 ans, des municipalités françaises pourraient être, je cite, à la main d'islamistes, à l'image de communes bruxelloises comme Saint-Josse ou Molenbeek. Et les exemples belges et britanniques montrent les risques d'inaction, alors que l'Allemagne et l'Autriche ont adopté des mesures plus fermes. Étant entendu que Kamel Daoud nous dit également dans ce rapport, rappelle que ce sont les associations
qui ont constitué la première cible des islamistes en Algérie dans les années 80, suivaient des municipalités avant d'investir le champ politique national. Donc ma première question va porter sur les associations. On sait qu'en plus les associations sont très actives dans différents domaines. Et ma question porte notamment avec un petit focus sur Samidoun. Alors, on en avait beaucoup parlé dans le cadre de notre audition avec Nora Bussini, parce que Samidoun constitue en fait là une sorte de pieuvre qui vient permettre à d'autres associations, comme par exemple Students of Justice in Palestine ou Urgence Palestine, de permettre de s'étendre également. Il se trouve que Samidoun, qui est un réseau qui est déjà interdit en Allemagne depuis octobre 2023 pour ses liens avérés avec le Hamas et qui est placé sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis et le Canada, a très très largement sévi sur notre territoire dans de nombreuses réunions, y compris avec des responsables politiques, avec des élus de la République. Que ce soit Ivry-sur-Seine, que ce soit à Corbeil-Essonnes, à Fontenay-sous-Bois, également à Aubervilliers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que Samidoun, qui n'est pas encore dissoute, le soit à l'instar de Baraka City ou du CCIF? C'est ma première question. Ces associations-là, et j'en viens à ma deuxième question, sont très présentes auprès de la jeunesse, puisque c'est leur cible privilégiée, la jeunesse. Et c'est d'ailleurs ce qui pose un gros problème à notre République par rapport aux atteintes que vous citez tout à l'heure à la cohésion nationale. Est-ce que la phase 3 dont vous parlez, la phase 3 à réfléchir et qui devrait s'appliquer sur l'entrisme et cette urgence-là, est-ce qu'il y aura un focal particulier sur la jeunesse? Ça, c'est ma deuxième question. Et enfin, ma troisième question sur le sport. Alors, je ne pensais pas vous poser la question, mais il se trouve que j'ai été co-rapporteur d'une mission sur l'islamisme dans le sport. Donc, je connais, on a procédé à de nombreuses auditions. Donc, sur ce point, je voulais vous faire observer d'abord que les dérives communautaires et islamistes dans le sport existent, qu'elles empruntent des formes très variées, que ce soit le port d'un couvre-chef, mais aussi des prières dans les établissements sportifs, des refus de serrer la main à un arbitre, le refus de s'incliner, du prosélytisme avec des adaptations de calendrier, etc. Donc, des demandes très spécifiques. Et surtout, on a observé que dans le sport institué, le port en compétition d'un signe ou d'une tenue manifestant une appartenance religieuse est tantôt interdite au personnel des fédérations, par exemple, et aux membres des équipes de France, tantôt autorisé, chaque fédération décidant de sa propre règle. Et une grande majorité des 118 fédérations autorise, par exemple, le port du voile, mais n'agit pas non plus sur les autres dérives éventuelles que j'ai indiquées tout à l'heure. Et en fait, il y a une vraie hétérogénéité aujourd'hui des règles applicables qui conduit à des situations confuses, voire absurdes. Donc, il me semble que sur le sport, il ne suffit pas de dire que c'est interdit dans les compétitions sportives. Aujourd'hui, même les fédérations nous ont indiqué qu'elles avaient besoin d'éclaircissement et surtout de faire en sorte que les règles ne soient plus hétérogènes, mais qu'elles soient clarifiées et surtout les mêmes pour toutes les fédérations, d'où la nécessité de légiférer. Et le Sénat a commencé à le faire, d'ailleurs. Et Merci. voilà. Donc, ma question se porte sur la troisième question, c'est sur le sport spécifiquement. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, et puis c'est aussi la dernière question, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter à le faire. Oui, alors Madame la députée, sur la Samidoun et les groupes, nous on travaille là encore en fonction du comportement des structures, quel que soit ce qui a pu être fait dans d'autres pays. On ne peut pas, malheureusement, voilà, nous on travaille au cas par cas, on constitue avec les services des dossiers qui visent à établir en quoi cette dissolution, le projet de dissolution qu'on va apporter est fondé, parce qu'il y a des discours d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, voire des menaces, des risques de troubles à l'ordre public.
Voilà, donc on travaille structure par structure. Donc Samidoun, c'est le collectif de soutien aux prisonniers. C'est ça qu'on voilà. Pas que, voilà, mais qu'on voit régulièrement, effectivement, et pour lequel je vous confirme qu'on est de toute façon extrêmement attentif. Voilà, extrêmement attentif. Donc voilà, comme on n'est pas en huis clos, hein, donc je m'arrêterai là. Sur la focale sur la jeunesse, oui, évidemment. Bon, tout à l'heure, on évoquait le sujet donc de la pédagogie qu'il faut faire, mais il était